Maintenant, on va parler cinéma, justement. S'il existe un cinéaste qui est fidèle aux salles art et essai, c'est bien Emmanuel Mouret, notre invité de ce soir. Depuis des années maintenant, les salles art et essai ont tissé avec ce réalisateur un lien d'affection qui est assez particulier, car le cinéma d'Emmanuel Mouret, c'est tout ce qu'on aime. Un cinéma qui nous parle, un cinéma qui est intelligent, un cinéma qui nous va droit au cœur, un cinéma sentimental, qui joue à la fois sur les registres de légèreté et de gravité. Emmanuel Mouret, c'est plus d'une dizaine de longs métrages, parmi lesquels Un baiser s'il vous plaît, Caprice, L'art d'aimer, Mademoiselle de Jonquière, qui est un de mes films préférés, et plus récemment, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, que vous aviez pu découvrir à la Halle aux Toiles. On est fiers vraiment que Emmanuel Mouret soit parmi nous ce soir pour cette avant-première de son nouveau film, Chronique d'une liaison passagère. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir très fort Emmanuel Mouret. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Ben écoutez, c'est un grand honneur qui m'est fait. Oui, parce que vous avez un lien particulier avec la salle de cinéma. Je veux savoir comment vous vivez, par exemple, la réhabilitation d'une salle comme ça. On est en train de relancer un cinéma après des travaux. C'est quelque chose qui vous... Évidemment, c'est quelque chose de merveilleux. Et même si je ne suis pas de Rouen, que je débarque, j'en suis très ému. Très ému. Puis en venant d'ici, je suis passé devant votre cathédrale, et on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec les salles de cinéma qui sont un peu les cathédrales des temps modernes, en tout cas du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Donc, dans lequel, si dans les cathédrales étaient projetées, on peut dire, toutes les images qui peuvent donner à penser ou qui peuvent délivrer des messages, où tous les artisans, on va dire, travaillaient au-delà on va dire, de toute confession, le cinéma a aussi ce rôle de distribuer des images, des récits, et des récits qui portent des valeurs ou qui les interrogent dans le temps. Donc, oui, une salle de cinéma, c'est d'une certaine manière un peu un temple. Alors, on l'a dit, vous êtes ici dans une salle art et essai qui aime vraiment défendre le film d'auteur. Vis-à-vis du circuit art et essai, quelle est votre relation que vous avez avec ce réseau de salles? Vous avez presque une complicité, parce qu'on vous retrouve souvent dans nos cinémas. Oui, ben c'est un lien qui s'est fait, on va dire, naturellement. Je l'ai fréquenté avant de faire des films, et je suis heureux que mes films ils circulent. Ça s'est fait tout naturellement, mais le lien, on va dire, qui est fort, c'est que c'est un lien, j'allais dire, presque humain. La fabrication d'un film commence en effet avec un producteur, un scénario, un développement, toute une équipe. Tout le monde sait comment se fait un film, mais quand on termine un film, et ce qui est mon cas, et quand on va le sortir, le dernier chez nous, c'est la salle. Et c'est ces gens qui y travaillent, qui les programment, qui les animent. Et on sait que, voilà, que même ce travail, ce plaisir, moi je fais un travail, comme vous le disiez, qui n'est que plaisir. C'est pour ça que j'ai honte de dire que j'étais au travail devant les enfants, parce que ce ne c'est que du plaisir. Donc, en tout cas, notre travail, qui est du plaisir, voilà, va jusqu'à ce dernier maillon, qui est la salle, et en particulier la salle art et essai. Je pense que c'est difficile de se rendre compte lorsqu'on est en France, parce qu'on en trouve finalement dans toutes les villes, mais c'est quelque chose, quand on voyage à l'étranger, n'importe où, même en Europe, tout près de chez nous, c'est la chose qui, pour les gens qui aiment le cinéma, le plus envié. Donc on possède encore quelque chose en France qui sont comme des temples, des musées, ce qu'on veut, vivants, que tout le monde
et tous les amateurs de cinéma nous envient au monde. Donc on possède encore un trésor. La pandémie a dans des pays fait beaucoup de mal aux salles qui ferment. Voilà, nous, toutes les salles sont encore là. Et je vais juste faire une petite parenthèse parce que je montre mon film en ce moment. Et une parenthèse plutôt optimiste qui est que le vent reprend. Voilà, dans beaucoup de salles à RSC, ça y est, ça repart. Voilà, donc voilà. Alors Emmanuel, vous êtes on le dit souvent, le cinéaste du sentiment amoureux. C'est quelque chose c'est la ligne éditoriale un petit peu de votre filmographie. Et on se demande toujours comment vous allez chercher des choses que vous n'avez pas déjà racontées. Le cœur humain est si riche que ça, qu'il y a encore plein de choses à dire sur le couple, les rapports hommes-femmes. C'est d'une grande richesse pour vous. Je pense que alors, c'est une question qui, dans la réponse, je vais essayer de faire court, mais de toute façon, les histoires qu'on dit d'amour, de désir, de sentiment et aussi de morale sont des histoires qui sont aussi vieilles que le monde, qui ont obsédé des auteurs de théâtre, des romanciers et beaucoup de cinéastes. C'est un genre comme peut l'être le nu, le paysage ou la nature morte en peinture. Et parce qu'à travers une histoire d'amour, oui, il y a le plaisir du désir, et parce que le cinéma est désir, et comment on parvient à un désir, les obstacles, le suspense qui est lié aux histoires de désir. Mais dans une histoire d'amour, de sentiment, de désir, on interroge l'homme qu'on est, le monde lui-même, parce que, oui, ne serait-ce que pour se rapprocher, tout ça est régi par des règles sociales et des règles morales qui en permanence évoluent, en permanence sont interrogées, ne sont pas gravées dans le marbre. Les lois morales on est dans un monde relativement clair et flou à la fois, elles ne sont pas les mêmes, elles sont partagées. Les conceptions qu'on a de l'amour et des sentiments ne sont pas les mêmes, on navigue en eau trouble, et c'est ça qui rend, je pense, ces films aussi passionnants. Et je fais une dernière parenthèse, puisqu'on posait la question. Récemment, on me disait, oui, vos films parlent beaucoup d'infidélité. Et je pense que non, que mes films, mais comme beaucoup d'histoires d'amour, sont là pour parler de notre fidélité. Et c'est par rapport à votre question, pourquoi sont intéressantes les histoires d'amour? Elles sont exactement comme les histoires de gangsters. C'est-à-dire que les personnages dans une histoire d'amour sont en général clivés entre deux questions. C'est est-ce que je dois être fidèle à mes engagements ou est-ce que je dois être fidèle à ce que je ressens? Et c'est la question la plus fondamentale qui nous anime souvent, parfois même tous les jours. Voilà, fidèle à des engagements ou à ce que je ressens. Et vivre en société, c'est vivre avec des engagements, mais c'est aussi écouter son ressenti. Et c'est pour ça que je dis, c'est pareil comme les histoires de gangsters, vous les connaissez tous, ils sont un clan, ils ont leurs règles, jusqu'à ce qu'à un moment, on dit à l'un d'eux d'aller éliminer son meilleur ami ou son ancienne copine. Et là, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Les règles de mon camp ou ce que je ressens. Et donc, c'est presque un paradigme qu'on trouve dans tous les films. Donc, ma réponse était peut-être un peu longue, mais voilà ce que je trouve très intéressant en tout cas. Alors là, on va découvrir en avant-première votre dernier film, Chronique d'une liaison passagère. Alors, effectivement, c'est toujours difficile de parler d'un film avant de l'avoir vu, mais qu'est-ce qui a guidé l'écriture de ce film? Vous aviez quelque chose de particulier en tête? La situation de départ, vous allez vite découvrir, mais j'ose pas trop en dire. C'est une situation qui fait poser des questions et qui fait poser des questions justement. On pourrait dire, alors je vais dire juste, c'est que on est en général clivé entre deux idées de l'amour, c'est-à-dire l'amour dans le côté concret du rapprochement charnel qu'il y a entre deux êtres. Soit on le qualifie, je dirais, de relations de plaisir, hédonistes, profanes, soit cette union des corps a un caractère sacré, ce qu'on appelle l'amour. Voilà.
Et c'était une situation, vous le comprendrez en voyant le film, qui, l'air de rien, puisque c'est un film aussi léger, aussi d'une certaine manière, que j'espère assez drôle et frais et réjouissant, des scènes très mais qui interrogeait peut-être cette situation d'une union qui ne se voit que pour le plaisir. Vous avez très bien résumé. Alors, à l'affiche, il y a deux très grands comédiens qu'on adore, Sandrine Kiberlin, Vincent Macaigne. Est-ce que vous avez écrit le film en pensant à ces deux comédiens, ou est-ce qu'ils sont venus comme ça, une fois le film terminé? Alors, c'est un film qui repose, je dis, les effets spéciaux de ce film, ce sont les comédiens. Ils ont une partition, vous comprenez. Ouais, donc tout le film repose sur leur épaule. Donc il a fallu beaucoup de temps pour trouver le casting. Donc non, je ne l'imaginais pas en l'écrivant. Voilà, il s'est trouvé, il fallait que ça soit un couple entre guillemets qui marche. Parce qu'on est avec eux durant tout le film. Et je dirais que surtout ce qui m'a plu en les choisissant, c'est que Sandrine Kiberlin comme Vincent Macaigne ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont à la fois très drôles et très touchants. Et ce qui permettait, on va dire, d'avoir pour ce film un grand panel de couleurs. La première projection la première fois qu'on a vu le film, qu'on a découvert ton film, et c'est vrai qu'il y a ton cinéma, il y a quelque chose d'un peu étrange parce que c'est devenu familier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très familier depuis que tu fais des films, depuis qu'on voit tes films, ça fait quand même une quinzaine d'années, un peu plus même peut-être. Et je trouve que là, tu arrives maintenant à quelque chose d'incroyable, une espèce d'épure, où où c'est que tu trouves toute cette inspiration. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, aussi que tu trouves toute cette inspiration. Comment tu fais pour travailler, tu écris tes films, parce que d'où tu puisses tout ça, parce que c'est assez incroyable. Eh bien, quand on a envie de faire des films, en général, on fait des films parce qu'on a aimé des films. Et donc, je pense qu'une grande partie de l'inspiration, des idées... Ouais. Ah, est-ce qu'on m'entend ou pas? Voilà. Je disais qu'on faisait des films parce qu'on a aimé des films. Et que quelque part, une grande partie de l'inspiration, certainement assez inconsciemment, vient des films qu'on a aimés. Et ensuite, évidemment, de ces films-là, évidemment, on rêve. Et un jour, on m'avait demandé est-ce que mes films sont autobiographiques? Et j'avais répondu non, c'est davantage une autobiographie de mes rêveries. Et le cinéma, enfin la littérature, tout ça, c'est et si il m'arrivait ça, et si je me retrouvais dans ces situations-là, ce qui n'empêche pas que parfois on se retrouve dans ces situations-là. Et je crois que souvent au cinéma, soit on s'est retrouvé dans ces situations-là, soit on s'y est retrouvé en imagination. Et donc voilà, donc c'est davantage les situations qui m'inspirent. En l'occurrence, pour ce film très précisément, c'est un film qui est coécrit avec Pierre Giraud. Pierre Giraud qui est comédien. Et je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. On m'avait proposé d'animer un atelier d'écriture de scénario. Il y avait une dizaine de participants, ça a duré une semaine. Il y avait pas mal de comédiens. Et Pierre Giraud est comédien. Et durant cette semaine, donc, comme c'était que juste une semaine, je les ai fait travailler autour du dialogue et de la conversation à deux. Et Pierre Giraud avait écrit 2 scènes, déjà avec les personnages de Charlotte et Simon. Et j'ai dit, j'aime bien ces personnages, tu devrais continuer à écrire d'autres scènes. Et on a échangé nos numéros de téléphone, parce que lui, il n'est pas scénariste. Et donc, il m'a envoyé des scènes, j'essayais de le guider, de l'orienter, peut-être justement déjà qu'il n'y ait pas d'autres personnages. On s'intéresse qu'à leur rendez-vous. Et puis, au bout de quelques mois, il écrivait, puis moi j'étais sur l'autre chose, j'avais pas le temps. Mais en même temps, il y a ces personnages qui m'intéressaient. Et puis bon, l'écriture d'un scénario est quelque chose aussi qui est
un peu long, un peu complexe et tout ça. Et je ne sais pas trop quoi faire. Et je lui ai proposé un marché, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ton ébauche de scénario et je l'adapte à ma façon. Et donc c'est vraiment... par contre, je l'ai adapté seul, mais avec sa proposition. Et ce qui m'intéressait beaucoup c'est cette situation de départ de ces deux amants qui se disent, voilà, elle, de son côté, elle a vécu de grandes histoires, elle a des enfants et tout ça, elle n'a plus envie de foyer, de machin, de trucs, donc, hop, pour le plaisir. Et lui, évidemment, veut pas mettre de bazar dans sa vie, et on se voit que pour le plaisir. Voilà. Et qu'est-ce que peut donner une relation où on ne se voit que pour le plaisir, et où on s'entend très, très, très bien. Voilà. Et en général, sur tes scénarios, enfin, là par exemple, celui-ci, tu l'avais déjà travaillé avant, par exemple, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ou... Celui-là, oui. C'est quelque chose que tu avais dans les oui, tiroirs. parce que après Mademoiselle Jonquière, c'était le film que je pensais faire, mais on n'arrivait pas à réunir le casting. Ouais. On n'arrivait pas à réunir le casting parce que c'est plus difficile de faire la distribution d'un film où il n'y a que 2 comédiens tout du long que de faire un film où il y en a 6, 8. Et bon, on va dire, s'il y a un problème de choix de comédiens, on peut dire, bon, il y en a d'autres et tout ça, puis on passe d'une scène à l'autre. Là, il fallait qu'il y ait une évidence du début à la fin. Et j'avais rencontré Vincent Macaigne à cette occasion, et qui adorait le projet. J'avais fait une lecture, je l'avais trouvé super, mais je lui avais dit, je suis désolé, mais je trouve que tu es trop jeune pour le rôle. Mais j'avais adoré la rencontre, la lecture, tout était juste, il n'y avait rien... voilà. Et quand j'ai travaillé sur la distribution des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, je ne sais pas si certains ont vu le film, j'ai eu envie. En fait, entre-temps, j'ai dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose pour toi, et entre-temps, il s'était laissé pousser la barbe. C'est vrai c'est un petit détail. C'est vrai qu'il mute souvent et donc, du coup, visage. Il faisait plus âgé. Ouais. Et je me dis, ah ben oui, ben là, il fait plus âgé. Et puis bon, on a fait le film, et puis il s'est passé justement 2-3 ans. Et d'un coup, je l'ai vu justement dans le rôle pour ça. Puis il s'agissait de trouver sa partenaire. Et je ne voulais pas m'arrêter sur une tranche d'âge, parce que même au départ, le scénario, elle était plus jeune que lui. Et il n'y a pas d'idée qui venait et tout ça. Et puis, j'ai eu la chance, parce que j'ai eu les choses qui étaient sorties. Puis il y avait Sandrine qui m'avait écrit un très gentil message et tout ça. Et après son message, je me suis dit, mais Sandrine, Vincent. Et c'est là où, avec mon producteur, on s'est dit, mais oui, ça serait très chouette, parce que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve qu'ils ont une qualité absolument tous les deux, c'est qu'ils ont déjà c'est 2 individus très particuliers, ne serait-ce que physiquement, dans la façon d'être. Et ils sont tous les 2 très drôles et très touchants à la fois. Et je me suis dit, du coup, cette histoire, voilà, d'Allemand, ben, voilà, elle pourrait avoir plein de couleurs, voilà, des côtés charmants, plaisants, d'autres peut-être plus graves, voilà. Parce que là, c'est vrai qu'au niveau scénaristique, c'est quand même assez riche. Il se passe plein de choses. Il y a même un retournement final qui est quand même assez chouette, moi je trouve, justement, parce que c'est un peu inattendu. Et en même temps, le film pose énormément nous interpelle énormément sur nous-mêmes, sur notre questionnement amoureux, nos envies. Le film est, dans tout ton cinéma, à vrai dire, il y a ça. Peut-être que tu nous interpelles en tant que... tu interpelles les spectateurs, mais tu nous interpelles voilà, tu nous proposes des choses, en définitive. Tu nous ouvres un peu l'esprit sur des choses. Par exemple, même si on prend un film en costume comme Mademoiselle de Jonquière, il y a une relecture comme ça sur le libertinage, sur l'écriture. Moi, j'ai eu une grande difficulté étant jeune. C'était que mon père, que j'aime beaucoup, et tout ça, me dit, mais tu veux faire du cinéma, mais si tu veux faire des films, il faut avoir quelque chose à dire.
Et j'étais très très en peine parce que je ne savais pas quoi dire, j'avais aucune expérience du monde et tout ça. Et, et je me suis dit, mais peut-être les seules choses que je pourrais dire, c'est les questions que j'ai. Et la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans mes propres courts-métrages davantage à m'interroger. Mais c'est aussi ça que j'aime chez tous les cinéastes. C'est que je me suis aperçu que tous les cinéastes que j'aime sont des cinéastes qui ne disent pas des choses, mais qui interrogent les choses. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voir leur film, on continue d'y réfléchir. Si le film a un message très clair et très précis, ça y est, tout est dit. Voilà, on sort, on sait ce qu'il faut penser. Je trouve que ce qui est intéressant dans un film, c'est quand on continue à penser. Et c'est un plaisir du cinéma de continuer à penser et de se poser des questions. Donc voilà, donc si le film m'interroge, c'est que je m'interroge et que quasi ouvertement, je me pose des questions et j'essaie enfin de faire des films, de me poser des questions avec le public. C'est drôle en même temps parce que tu fais des films qui sont drôles et ça me procure énormément de plaisir. Vous avez peut-être des questions pour Emmanuel? Des remarques. Des remarques, des critiques aussi. Des protestations. Oui, des protestations. Non, mais parce que voilà, tout le monde n'aime pas forcément tous les films, hein, et c'est aussi intéressant de pouvoir parler des choses, même en négatif. Bonsoir. Bonsoir, ça va être positif. Je ne sais pas si vous faites de la musique. Enfin, apparemment, la musique est très importante dans votre film. Et j'ai été très sensible à l'alternance des dialogues très nourris, très riches, drôles, et des silences. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de profondeur dans les silences. Alors, je vais vous répondre très simplement. J'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. Alors, je ne suis pas musicien. J'aime la musique, mais je ne suis pas musicien. Mais je pourrais même faire une très longue réponse à ça. Mais je vais faire une première partie de la réponse qui est très courte. Je me suis aperçu, il y a quelques années, qu'en fait, il y a deux sortes de films. Il y a les films où ça parle, il y a de la musique, c'est le silence qui fait événement. Et les films où ça parle pas, et c'est la parole qui fait événement. Et je me suis aperçu que moi, et c'est juste une affaire de personnes, j'avais envie de faire des films où c'est le silence qui fait événement, et non pas la parole qui fait événement. Donc si c'est pas la parole qui fait événement, ben, il faut qu'il y ait beaucoup de paroles. Il y a des passages où on voit les dos, et ça veut dire beaucoup de choses. Il y a le silence et les dos, et on sent plein d'émotions. Et vous disiez que vous n'aimez pas le prêt à penser, que vous avez des interrogations et vous cherchez à les transmettre. Et le fait que les acteurs nous tournent le dos et qu'il y a un silence, on sent des choses, on interprète, enfin, c'est très plaisant. Ben, je trouve, moi je parle de moi en tant que spectateur, j'aime bien être actif, on va dire être détective, et ça va même dans le sens de la première question posée, je n'aime pas quand tout est dit. Et donc oui, on n'a pas besoin de montrer les choses. Cette année, dans l'année qui est mort un cinéaste qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Jean-Louis Comolli, qui a fait surtout du documentaire, qui a été mon professeur lorsque j'étais étudiant, et qui disait que le lieu du cinéma, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on imagine. Et que le lieu du cinéma, c'était justement dans le hors-champ, quand l'acteur était de dos, dans l'ellipse. Et c'est pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que notre esprit cherche et va essayer d'interpréter avec notre propre expérience. Et c'est à ce moment-là que se crée une certaine forme de tissage, d'enlacement entre notre intimité et le film. Et tout le processus d'un film est de mêler notre intime, notre imaginaire, avec l'action qui se déroule. Et c'est pour ça, je ne sais plus si c'est Bazin qui le disait, mais qu'il y a autant de films que de spectateurs. Parce que chacun vit un film à l'aune de son imaginaire. Alors les films qui disent tout le monde a vu la même chose. Donc il n'y a pas de discussion. Après, on se dit oui, le film dit ça, dit ça, dit ça.
Mais moi j'aime bien les films où on peut discuter après. Tout le monde. Oui, moi je voulais vous parler du personnage de Louise. J'ai trouvé cette personne très sensible, son jeu, la façon dont elle joue. Et je voulais vous demander, pour vous, c'était une évidence de prendre cette actrice comme... Alors, quand j'ai écrit et quand je préparais le film, je ne savais pas du tout avec qui j'allais travailler. C'est la directrice de casting, Constance de Montois, qui m'a fait différentes propositions, et donc j'ai fait différentes lectures. Et mon producteur et moi, on a été de suite enthousiasmés par sa proposition. Et ce que je trouvais que c'était intéressant par rapport à on va dire, cette expérience d'un plan à trois, justement que ça soit quelqu'un qui, voilà, justement qu'on aille à rebours des idées préconçues, que ce soit quelqu'un, voilà, justement de sensible, d'intelligent, qui se pose des questions, qui s'interroge, et qui ait presque, oui, cette forme de timidité, de réserve, et ce qui rendait aussi quelque part pour moi cette situation d'autant plus piquante, et elle aussi attachante, voilà, aux yeux j'espère, des spectateurs, et aussi, et on comprend aussi peut-être pourquoi Sandrine, Charlotte aussi a pu être sensible à sa présence. Merci. D'autres questions peut-être? Ah, oui, là. Où? Là. Par là. Alors, voilà. Vous voulez passer le micro? Moi, je vais pas le micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là et merci pour votre film. J'avais juste une question, c'est par rapport à comment vous travaillez avec les acteurs, car c'est souvent des plans très très longs. Donc comment vous arrivez à ce qu'ils tiennent, pas ce qu'ils tiennent, mais qu'ils soient juste tout le long, et comment ils arrivent à se déplacer dans l'espace et aussi au niveau de la lumière, car je pense que pour le chef opérateur c'est beaucoup plus compliqué de cacher la lumière. Donc comment vous arrivez à travailler avec lui et avec les acteurs pour des plans beaucoup plus longs, qu'on voit beaucoup dans le film? Alors, déjà merci pour la question. Alors déjà moi j'aime bien ce qu'on appelle des plans séquences, et des plans séquences c'est des plans où quasiment parfois l'action est tout en continu, c'est juste pour, voilà, et où il n'y a pas de coupe. Ça veut dire que ce qui me plaisait, en tout cas, je resitue, et après je pourrais... Ce qui m'intéressait dans ce film, c'était l'idée de leur complicité, le fait qu'ils s'entendent bien, qu'il y a quelque chose entre eux. C'était une idée que je sais pas, que je m'étais fait dans ma tête, mais c'est qu'on sente qu'ils aiment autant faire l'amour que parler. Et ça me plaisait, voilà, l'idée de ce couple qui se parle beaucoup. Et j'avais pas envie qu'ils soient chacun assis sur une chaise ou assis au bord du lit et de se parler. Et je voulais que cette aventure, et même au sens de l'image, une certaine forme d'amplitude. Et donc c'est pour ça qu'on les voit quasiment jamais assis. Ils s'assoient peut-être une fois ou deux, mais ils sont tout le temps en train de se déplacer. Et ce que j'aime, justement, pour pas tout montrer, pour que on était tout le temps avec les mêmes comédiens. Donc si on était, en général, comme dans le film, on fait des chants contre chants quand j'en parle. La tête de l'un, la tête de l'autre, la tête de l'un, la tête de l'autre. Le plan de séquence a cet avantage de voir les personnages en mouvement, on voit leur visage, puis d'un coup ils sont loin, puis d'un coup ils disparaissent dans une pièce, puis ils réapparaissent, puis c'est l'autre qui réapparaît, qui disparaît, de dos, de profil. Et déjà d'aller dans cette direction-là, ça permettait à l'acteur, je préfère qu'on désire les voir, les acteurs, qu'on les voit trop. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire des plans séquences. Et après, et c'est là où je commence à répondre à votre question sur le comment faire ces plans séquences, c'est qu'à la base, il faut des comédiens assez exceptionnels. C'est-à-dire des comédiens qui, voilà, déjà savent leur texte, et c'est que même pour un petit dialogue, ils ont toujours des actions à faire, ils font des choses à droite et à gauche, et pour un plan, et des indications, aller se remplir un verre d'eau, déposer une veste, avaler un médicament,
ranger des livres et tout ça, et être un peu là à droite, un peu pas là, parce que la lumière tombe bien. Voilà, donc c'est des plans qui sont très complexes à faire. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire surtout avec des comédiens qui peuvent être précis au centimètre près, et avec un directeur de la photographie qui, en effet, prévoit une lumière pour toutes ces positions. Mais c'est un vrai plaisir. Enfin, c'est à la fois de l'ordre un peu de la performance et il y a un vrai plaisir parce qu'il faut aussi trouver un rythme. Parce que le problème lorsqu'on fait des plans séquences, c'est qu'en montage, on ne peut pas couper dedans. Voilà. On est obligé de les garder tels qu'on les a fait au tournage. Mais en général, les équipes techniques et les comédiens aiment beaucoup faire ça. Parce que c'est un challenge et tout le monde fait ça en même temps. Donc, ça crée des équipes très soudées, d'avoir de tels défis et de le répéter aussi souvent. Donc, il y avait un enjeu narratif et puis, on va dire, un enjeu de travail qui était excitant. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que j'ai cru vous. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment de ce film. Il nous a permis de redécouvrir la maison Louis Carré. Comme si c'était un vrai personnage du film. Et c'était magnifique. Merci encore. Eh bien, merci. Alors, la maison Louis Carré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une maison dessinée par Arva Alto. Et c'est la maison de Louise, qui est depuis devenue une sorte de maison musée, parce que voilà, elle a été créée par un architecte finlandais, célèbre. Et on a beaucoup cherché pour trouver où habitait Louise. Et au final, on s'est dit que ce lieu est un lieu assez étonnant pour ceux qui débarquent pour ce drôle de rendez-vous. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour tous vos films. Moi, je les ai découverts un peu tous d'un coup, juste avant la sortie de Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je crois que c'est Arte qui avait fait Oui, le oui, Merci Arte. Oui, et c'est vrai que cette thématique, toutes vos variations sur l'amour et les chassés-croisés sentimentaux sont vraiment assez merveilleux, donc merveilleuses, ces variations. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fan, c'est fait, c'est dit. Eh bien, ça me fait très plaisir. Et donc merci, oui, parce qu'un film c'est toute une aventure, donc merci déjà de tous ces films que vous nous offrez. Et donc je voulais savoir, en vraie femme, si vous travaillez sur un nouveau projet en ce moment, ou depuis quelque temps déjà, et si Vincent McCain, en fait, vous incarnez un petit peu le personnage que vous incarniez dans tous vos premiers longs métrages, et s'il allait poursuivre comme ça cet alter ego. Oh ben, j'aimerais beaucoup. Le prochain projet que je prépare, j'espère tourner ce printemps, on ne sait jamais vraiment dans le cinéma si on aura et le casting et l'argent à temps. C'est pas sûr que Vincent soit dans le prochain projet. Il y a pas mal d'acteurs, de comédiens, mais on ne sait jamais, voilà. C'est encore balbutiant. Mais j'ai un immense, évidemment que, et d'ailleurs c'est un acteur avec qui j'ai une véritable amitié, donc oui, on retournera ensemble, sauf si je meurs d'ici là, mais oui, c'est un vrai plaisir de tourner avec Vincent. Et comme je disais tout à l'heure, on me pose des questions parfois sur la direction d'acteur. Avec Vincent, comme avec Sandrine, je n'ai rien eu à dire. Il y a quelque chose d'évident. Et donc, sur le tournage, ce n'est que de la mise en scène. Et donc, pour le coup, vraiment, voilà. Du jeu par rapport au cadre. Et voilà. Donc, oui, on se comprend sans avoir trop à s'expliquer et à parler. Voilà. Et c'est merveilleux. Alors c'est vrai qu'on a eu du bol là récemment, puisque vous l'avez rappelé au fond, mais
on a eu la chance de pouvoir les voir, ils sont tous repassés sur... Enfin, tous les premiers sont repassés sur Arte. Il y a eu la moitié qui sont moitié sont repassés sur Arte, là. Ils sont restés en replay, en tout cas, pendant un petit bout de temps. Et alors, ils n'y sont plus, là. Ben non. Non, je pense pas. Je crois que c'est terminé. Voilà. Mais vous allez les projeter, c'est ça, l'Omnia? On va les reprendre. On passe un cycle, on va faire un cycle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les plans séquences qui supposaient des acteurs qui connaissent leur texte. Alors justement, est-ce que les dialogues tels qu'ils sont là sur le produit fini sont tels que vous les avez écrits ou est-ce qu'il y avait quand même une part d'improvisation de la part des acteurs? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et que je comprends et qui aussi me surprend. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, les dialogues, évidemment, c'est le dessin du film. Donc, non, il n'y a absolument pas d'improvisation, c'est pas possible. C'est un peu comme si vous demandiez, on tourne une scène de course-poursuite entre deux voitures, il y a des cascadeurs, et que vous dites au cascadeur, oh, tu vas là, un peu là où tu veux, quoi. Hein. On suivra. Non, et le dialogue, c'est un peu comme, voilà. Et je dis ça, et pour moi, et pour les comédiens. Donc non, il y a... ils ont tellement d'indications de déplacement, de trucs, que c'est pas possible. Et puis même par rapport à l'intrigue, si au lieu de dire je t'aime, ils disent je t'aime plus, je suis foutu. Oui. Bon, moi aussi, je voulais dire que j'avais aimé le film, que je suis contente de voir des films où ça parle de relations sans romance. J'ai l'impression que c'est une façon qui nous correspond plus maintenant de parler des relations. Et sinon, j'avais une question. C'est parce qu'on a beaucoup ri tout le temps. Et donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on faisait pour écrire et pour tester, parce que là, on rit pour des choses très différentes, en fait, même si on rit beaucoup du personnage masculin, il y a beaucoup de choses différentes sur lesquelles on peut rire. Donc je me demandais comment on faisait pour écrire. Ben je ne sais pas trop quoi répondre. Il n'y a pas de laboratoire de test de rire homologué pour les... Donc non, en fait, il y a deux choses que peut-être que je dirais. Enfin, en tout cas, une chose, c'est que quand j'écris, je cherche jamais à faire rire. Je cherche jamais à faire pleurer non plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi qui est dans la façon de le faire. Quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça a deux aspects. C'est un aspect drôle et c'est un aspect un peu aussi tragique dans le sens où ils peuvent se faire mal, se casser la jambe et tout ça. Et je crois que c'est beaucoup dans la façon, c'est beaucoup dans les comédiens. Et je crois que peut-être il y a quelque chose qui, dès le début, moi, m'a lié au cinéma, c'est la maladresse. J'ai toujours été sensible à la maladresse et j'ai même une sorte d'intuition, de sentiment profond qui me fait penser qu'on est sensible à la maladresse parce que c'est notre condition la plus profonde. Même si on apprend plein de choses, même si on est habile et tout ça, on est confronté dans la vie à plein d'imprévus, plein d'incidents ou d'accidents, et que au fond de nous-mêmes, on est un petit peu dépassé et qu'on a un fond chacun maladroit. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je ne perds pas de vue, parce que peut-être c'est mon tempérament. Et c'est cette forme de maladresse peut-être qui me plaît. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas une volonté de faire rire. Et puis je m'aperçois aussi que parfois, ou peut-être vous le sentir, c'est plus de faire sourire. Et d'ailleurs, quand j'entends la salle, ça fait
peut-être rire certains, moins d'autres, voilà. C'est une possibilité d'en sourire ou d'en rire, que plutôt un truc, on va vraiment rire. Ça a un avantage quand même, je parle plus fort, c'est un avantage aussi, c'est que quand on regarde le film, on a l'impression, on rit comme effectivement quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, mais on n'est pas voyeur, je trouve ça bien agréable, voilà. C'est d'être dans une autre position. Oui, ben, le fait de ne pas être voyeur, c'est que c'est l'autre chose du cinéma, et c'est ce qu'on découvre au cinéma dans notre jeune âge. Pour moi, le cinéma est une porte vers l'empathie. Et avoir de l'empathie pour ceux dont on ne s'attendait pas à en avoir. Donc, et c'est ça d'ailleurs qui fait souvent poser des questions au cinéma, c'est cette question de l'empathie, c'est qu'on a empathie pour justement parfois même, on a des empathies conflictuelles, et c'est ce qui me plaît au cinéma. Alors, je ne sais pas si c'est inconscient ou pas, mais moi j'ai pensé à, je sais pas si vous avez pensé au film de Woody Allen, Annie Hall, tu vois, avec le personnage avec Diane Keaton et Woody Allen. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ton cinéma, dans cette manière qu'il avait, et qu'on espère revoir un jour ces films, voilà. Mais il avait une manière très particulière de composer les couples hommes-femmes, et c'était assez comme, enfin, dans la comédie, en tout cas, dans ce rapport un peu d'égalité entre hommes et femmes. Enfin, il y avait quelque chose, d'ailleurs, même les femmes étaient en général des personnages beaucoup plus forts que le cinéma, hommes, enfin, les grands films. Alors, je m'adresse à un cinéphile. Moi, c'est ce que j'ai découvert enfant et adolescent. C'est que les personnages féminins ont plus d'esprit que les personnages masculins en général au cinéma. Et je pense même que le cinéma a participé. Pardon ? Le cinéma participait à l'émancipation, à une modernité. Oui, en tout cas, une émancipation, en effet, des idées. Les grands cinéastes, voilà, mais oui. Je pense que oui, qu'un cinéphile soit quasiment le même âge et tout ça, chez les grands cinéastes, oui. Toi, tu t'es beaucoup inspiré de Capra aussi. Enfin, c'est quelque chose dans les. En tout cas, Capra, Lubitsch, Wilder, avec Edwards, Woody Allen. Ou américains, en tous les cas. Mais oui, alors c'était par rapport, pour faire le lien avec Woody Allen et Annie Hall, oui, et après je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est de mon tempérament. On fait aussi des films avec son tempérament, et peut-être, et je pense que l'adolescence est un âge, souvent c'est à l'adolescence que quelque chose se dessine, et oui, j'étais un peu dépassé partout, j'étais un adolescent assez très timide, réservé, un peu lent à comprendre, et donc peut-être que je m'identifiais plus facilement justement dans des films où souvent d'ailleurs à cet âge-là, beaucoup de jeunes femmes sont beaucoup plus vives, beaucoup plus intelligentes, cultivées et tout ça, donc ce que je peux retrouver dans ce rapport, il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre-là, où on se sent maladroit et pâteau. Et parfois, ce qu'on vit dans l'adolescence ne nous quitte plus à l'âge adulte. Voilà. Peut-être quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est tu as une manière d'utiliser la musique dans tes films. Enfin, la musique est très importante, hein, en tous les cas, dans ton cinéma. On le voit là avec l'ouverture du film et toute la poésie que ça dégage à l'écran, avec uniquement ce plan sur la Seine, et puis à Paris, enfin, comme ça, une image un peu de la mythologie poétique parisienne, avec Gréco et tout ça. Il y a quelque chose comme ça qui nous, tout de suite, que tu arrives à faire, on le voit dans les autres films, hein, que c'est ton rapport à la musique classique aussi, enfin, c'est très millimétré, enfin, je sais pas, c'est quelque chose, tu écris avec de la musique, enfin, comment pas spécialement, où tu penses à la musique, tu sais ce que tu vas mettre? Non, je sais
qu'à certains moments il y aura de la musique, mais je ne sais pas précisément quelle musique, et parce qu'il y a un rapport entre la musique et l'image qui se découvre pour moi en montage. Ça m'est déjà arrivé de penser un peu à l'avance à la musique, mais ça, c'est pas sûr que ça marche. La musique a été souvent c'est très long, et dans ce film ça a été un peu plus simple que les autres films, parce que j'ai eu beaucoup de chance. C'est ce que je crois que ce que je disais tout à l'heure, mais c'est que par exemple, les petites sonates, les petits morceaux de sonates de Mozart, une amie m'avait envoyé toutes les sonates de Mozart interprétées par Guy The King. J'écoutais le matin avant d'aller sur le tournage, et je me dis tiens, ça pourrait aller bien dans le film, parce que justement il y a quelque chose qui est à la fois interrogatif, à la fois léger, mais qui laisse l'once de quelque chose qui est peut-être plus grave, enfin, quelque chose de typiquement mozartien. Je me dis tiens, ça pourrait aller, et ça a marché avec le film. La javanaise, c'est mon monteur lors du premier montage, il met la javanaise, et je lui dis mais c'est vachement bien, mais tu as eu une super idée, j'adore. Et j'ai dit mais comment tu as eu cette idée, parce que j'adore. Et il me dit c'est toi un interview, on t'a demandé quelle est votre chanson préférée, tu as dit la javanaise, alors j'ai mis la javanaise. Et puis il y a Poulenc, parce que j'adore Poulenc, et donc si j'ai l'occasion de mettre Poulenc, voilà, donc ça s'est fait. Et la fin, pour la toute fin, le Handel de la fin, j'ai pensé à Truffaut, et je crois, c'est dans un baiser volé de Leroux, et en fait, je pensais que c'était Handel, mais en fait c'était Delerue qui avait composé dans l'esprit d'Handel. Et donc j'ai pris Handel. Ah ouais. Ben, c'est vrai que tu parles de Georges Delerue, et je sais pas, on aurait pu imaginer qu'il fasse la musique, enfin s'il avait été encore là, qu'il fasse la musique de tes films. Ah ben j'aurais été ravi. Parce que ça, il y a quelque chose de... J'aurais été ravi, ouais. Je travaille beaucoup avec les mêmes collaborateurs, mais c'est un peu comme si je n'avais pas encore rencontré le compositeur. Voilà. D'ailleurs, un petit aparté, mais il y a sur la musique de film cette semaine à l'Omnia, le film était sorti cet été, on n'avait pas pu le passer parce qu'on était fermé. J'ai un documentaire sur Ennio Morricone. Je veux dire, c'est extraordinaire. Hein. Il est assez long, le film fait 2h30. Mais pour les amateurs, c'est un grand doc sur la musique de film. Hein. Vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Emmanuel? Ah, voilà. Vous disiez tout à l'heure que les personnages aiment autant parler que faire l'amour. Or, on les voit parler tout le temps. Mais on ne voit aucune scène d'amour. Alors c'est un autre film qui va sortir après. J'en parle à Jean-Marc. Jean-Marc n'est pas sûr de le programmer. Mais il ne m'écoute pas. C'est dans la tête. Voilà. C'est pas Emmanuel. C'est Emmanuel Mouret. Rapidement, merci pour ce film. Et rapidement, est-ce que vous pouvez nous redire, parce que vous l'avez peut-être dit et je l'ai jamais lu ou vu, votre relation avec les films de Romer par exemple et votre filiation. Et j'ai pensé, par exemple, j'ai revu récemment L'ami de mon ami, et quand vous filmez la nature, les personnages, le bruissement des feuilles, le bruit, enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et si vous pouviez nous en dire deux mots. Ben, Eric Romer, pour moi, c'est un très grand maître. Voilà, donc c'est, je ne sais pas s'il y a une journée où je ne pense pas à lui. Donc évidemment, c'est un cinéaste que j'ai découvert assez jeune, vers les 18 ans, et qui, pour lequel je voue une admiration voilà, absolument complète. Et qui, a nécessairement une influence sur moi, mais que tout simplement parce que j'admire et j'aime. Je n'essaie pas du tout de faire. J'essaie de faire des films que je peux faire. Après, on fait des films avec ce qu'on est, avec ses obsessions, avec sa personne, mais pour moi, c'est un des plus grands cinéastes. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme réponse. Ah, ben voilà.
Mais ça, je ne sais pas comment on fait. Non, mais tu as quand même imposé quelque chose, et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, parce que c'est du Mouret, quoi. Et parce que tu as réussi quand même à imposer un truc dans notre imaginaire de spectateur, depuis quand même quelques années, où on se dit, on va aller voir un film de Mouret. Il y a quelque chose de, voilà, d'un style bien particulier, qui ressemble pas forcément à des choses déjà vues, mais qui mixe un peu, qui est comme un DJ qui aurait mixé toute l'histoire du cinéma, mais à ta manière, à toi. Et c'est ça qui est beau, et dans les plus grands films, moi je trouve que c'est pour ça qu'on est fiers d'ouvrir ce soir avec ton film. On te remercie beaucoup, Emmanuel. Bon, ben merci pour ces encouragements. Ça me met de la pression pour la suite. Hein, voilà.